sera bonne après, à la fin. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, merci à tous et à toutes de nous rejoindre, pour ce nouvel épisode. Salut Victor, tu vas bien? Salut Arnaud, ça va et toi? Ça va super bien. Je vais faire un gros disclaimer avant qu'on, commence à enregistrer l'épisode. On se connaît bien depuis, un peu plus d'1 an maintenant. Tu monté Source Ventures. J'ai vu que tu avais mis un t-shirt corporate, j'adore. Je fais partie de ce club-là, donc voilà, je connais bien le club, mais je suis quand même content que tu viennes parce que ça fait longtemps que je suis l'aventure Source Ventures, que te suis toi et Martin, et je sais que vous faites des belles choses et vous avez des beaux projets aussi, donc je suis ravi que tu viennes nous expliquer aujourd'hui. Tu es mon premier investisseur qui vient discuter on va parler de ton fonds d'investissement qui est peut-être aujourd'hui plus un club deal, mais on rentrera dans le détail après. Et on est là pour tout savoir sur comment tu l'as créé, comment il fonctionne et même du coup peut-être qu'est-ce qui va devenir demain ou qu'est-ce que vous voulez en faire en tout cas. Sacré programme. Bah écoute, merci de ce beau lancement. Euh, on se connaît effectivement et tu as dit que tu me suis depuis longtemps, j'ai envie de dire c'est réciproque, puisqu'on a suivi tes aventures entrepreneuriales en tant qu'investisseur potentiel et content d'avoir un échange avec toi aujourd'hui. Trop cool. Du coup, pour commencer, il y a sûrement plein de gens qui connaissent pas Source Ventures. Est-ce que juste tu peux présenter ce que c'est ce club? Tu dis club deal ou tu dis fonds d'investissement aujourd'hui quand tu présentes? Aujourd'hui, on est un club deal. Donc Source Venture, c'est une communauté de 100 investisseurs. On vient de passer la barre des 100 investisseurs il y a 2 semaines, qui mettent leurs capitaux et leurs compétences en commun pour investir dans des projets pré-seed et seed, donc amorçage et accélération. Ces 100 investisseurs, j'ai envie de dire qu'il y a 80% qu'on désigne comme opérateurs, c'est-à-dire des personnes qui sont généralement salariées dans des startups, scale-up ou corporate, et qui ont du capital, des compétences et un petit peu de réseau à proposer à des fondateurs de startups et fondatrices. Puis on a 80%, on a 20% de la communauté qui sont des entrepreneurs qui ont des bons problèmes de réemploi, c'est-à-dire qui ont du cash à redéployer, et qui ont un petit peu moins de bande passante, soyons honnêtes, pour aider, mais qui peuvent faire de très belles intros et qui ont surtout du capital à investir. Donc tout ce beau monde se retrouve chez Source Ventures. Euh, Peut-être qu'une spécificité qu'on a, des club deals, il en existe des dizaines, voire probablement des centaines sur le marché francophone. C'est la mode en plus. Euh, et en C'est là. plus, effectivement, c'est la mode, il y en a de plus en plus. Euh, Avec mon associé Martin, on a fait le choix depuis le début d'avoir une approche sélective, privée et besogneuse. Je m'explique. Tu l'as dit, des club deals, il y en a de plus en plus. Mais moi, je me mets à la place des fondateurs et fondatrices qui, lorsqu'ils lèvent des fonds, envoient leur dossier, espèrent un retour et une forme de respect du temps alloué et de vélocité dans la décision. Un des écueils qu'on peut adresser au club deal, c'est un manque de suivi dans l'investissement et un éparpillement de la donnée des fondateurs et fondatrices. Tu l'as été, Arnaud, tu nous as envoyé un deck. Ce deck, il n'a pas fait le tour de France avant qu'on ait un appel et qu'on creuse ton opportunité. Et c'est un point important parce que quand tu entreprends, euh, certes, on dit les idées n'ont pas de valeur. Néanmoins, tu as quand même de l'ego, tu as quand même de la fierté, tu as travaillé ton dossier, tu veux lever des fonds, tu es préparé à passer des années dans un tunnel physique, mental et être all-in, investi dans ton projet. T'as pas envie de commencer par voir tes diapositives, faire le tour de 10 000 investisseurs potentiels, dont tous tes concurrents qui reçoivent le dossier. Donc, je reviens à ce que je te disais, c'est pour ça que une approche privée et sélective, ça nous paraît essentiel lorsqu'on opère et qu'on est dans un club deal, parce qu'il y a une forme de confidentialité qui doit être respectée dès la première étape. Et la première étape, c'est la prise de contact, le deck, le blurb et les infos qui donnent envie aux investisseurs comme moi de creuser.
Voilà. Pardon pour ce long tunnel en introduction, mais ça me semblait important de parler de tout ça. Je pense que ça fait du bien aussi à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, moi y compris, à tous les mails qu'on contacte, qu'on essaie d'avoir avec des investisseurs où on n'a jamais de réponse et où on sait même pas des fois, comme tu le dis, et ça, c'est vrai que c'est une pratique un peu, c'est pas de la bienséance, on va dire, et c'est bien qu'il y ait des gens, des investisseurs qui se posent cette question de bienséance, qui nous répondent même pas et qui en plus ont le culot d'envoyer notre deck à nos concurrents. Donc, tu vois, ça, Mhm. c'est vrai que moi, c'est une des approches que j'avais bien aimé, beaucoup aimé en tout cas, quand j'avais essayé de lever des fonds, même si ça n'avait pas matché avec vous. Mais c'est surtout que vous aviez répondu vite, vous aviez pris le temps on s'était vu, je crois, une demi-heure ou une heure en visio. Et après, vous m'aviez dit non pour des raisons. Ça fait du bien en fait de les entendre ces raisons parce que quand tu es entrepreneur, ben il y a peu d'investisseurs qui te disent la vérité. Euh, et les investisseurs te mentent en général. Et du coup, ça fait du bien quand il y a un investisseur qui ose te dire, bah écoute, ça le fait pas parce que bah, X, Y, Z, et c'est pas grave. Mhm. Peut-être ça fera avec d'autres et peut-être tu vas y arriver. Euh, Ce club deal, du coup, là, Source Ventures, c'est quoi votre thèse? Alors, la thèse d'investissement, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le, le mémo de l'investisseur ou du fonds d'investissement, ces raisons pour lesquelles il investit dans les startups. Et généralement, c'est les raisons qui ont convaincu ceux qui lui ont donné l'argent, ou comme dans ton cas, ceux qui rejoignent le club deal aussi pour investir. Donc, c'est quoi votre thèse d'investissement? Alors, notre thèse d'investissement, je le disais tout à l'heure, on fait du pré-seed et du seed. Dit autrement, on est en capacité d'investir sur une feuille blanche, une équipe qui n'est pas encore complètement constituée, jusqu'à une entreprise qui a une forme de croissance, qui a trouvé son fameux product market fit. Donc un produit ou un service qui rencontre un segment du marché dans lequel on a un coût d'acquisition et en retour une valeur du client acquis et qui va faire levier avec du capital pour accélérer sa croissance et généralement optimiser tous les indicateurs de performance de cette startup. Donc ce spectre, du tout début, même avant le commencement, jusqu'à cette accélération par le capital, c'est notre terrain de jeu. Maintenant, sur les sujets dans lesquels on est en capacité d'investir, on est généraliste, qui est plus simple pour moi de te dire les sujets sur lesquels on n'investit pas. Euh, on s'interdit d'investir dans medtech, biotech, défense, aérospatiale, industrie lourde, deep tech, hardware, donc tout ce qui va être composants matériels, et tout le reste, pourquoi pas. Je précise néanmoins, on a une thèse technologique. Donc ce qui est important pour nous, c'est que soit le produit ou le service soit technologique, soit qu'on ait un produit ou un service physique, mais qui est distribué majoritairement via Internet. Ok. Un cas qui, au moment où on enregistre, a fait beaucoup parler de lui en positif, et on est ravis d'avoir investi chez eux, c'est Inga, donc une digital native vertical brand ou néo-marque qui propose des éponges lavables et Incroyable. D'ailleurs, je toute fais une gamme. Abdel, Ouais, ils sont. Et bien, on est ravis d'avoir investi chez eux. Donc, c'est un produit physique qui est distribué majoritairement sur Internet et qui, à terme, on le souhaite, aura aussi énormément de volume en grande et moyenne surface. Cora, Leclerc, Monoprix, actuellement, si vous passez dans les rayons de ces supermarchés, jetez un œil en tête de gondole, voir s'il n'y a pas des éponges Inga. Il n'y en a pas trop parce qu'elles sont sold out, ce qui est un bon problème. Donc, sans briser d'informations confidentielles, on est ravis d'avoir investi chez Inga et ils peuvent être très fiers du travail qu'ils réalisent, d'autant qu'ils sont sous pression parce que maintenant qu'ils ont le vent dans le dos, il faut livrer, produire, distribuer tout ça avec tous les challenges que représente la distribution d'objets physiques. Voilà. Donc notre thèse généraliste, on a une dizaine de startups euh, chez lesquels on a investi via notre club deal. Puis précédemment, mon associé Martin et moi-même, on a investi dans une vingtaine de startups avec uniquement notre propre capital. Donc on gère une trentaine de lignes d'investissement.
OK. Et donc du coup, le Inga, c'est à part, mais parce qu'en fait, comme tu dis, ils ont vraiment une stratégie au début qui est très liée à internet et c'est comme ça qu'ils se sont développés et c'est l'exception, Exactement. heu, la règle aussi, j'imagine. Vous avez hem, à quel point les fondateurs sont importants, pour toi, pour vous, quand vous choisissez un dossier et comment est-ce que tu pourrais le quantifier, tu vois? Peut-être donner Ouais, un exemple, tu vois, de 2 extrêmes. Pourquoi est-ce que les fondateurs parce que j'imagine que c'est pas forcément que l'idée qui vous séduit. ouais. Écoute, c'est une excellente question. Elle paraît simple, mais ça vaut le coup d'y passer du temps. Je vais te faire une réponse en 2 volets. Je vais prendre le cas du pré-seed, où on est au début d'une aventure entrepreneuriale, et ensuite je vais prendre le cas du seed, où on a déjà une forme de maturité, une pousse qui est déjà sortie de terre et sur lesquelles on va regarder d'autres choses. Lorsqu'on fait du pré-seed, on va regarder 3 piliers. Et le premier, c'est l'équipe, donc c'est les cofondateurs. Le deuxième pilier, ça va être la vision et l'ambition. Et le troisième pilier, ça va être l'exécution. Pour les cofondateurs, donc on va regarder l'équipe. Cette équipe, elle peut ne pas être complètement formée. OK. Le cas standard, ça va être le porteur de projet qui est de facto CEO, donc l'entrepreneur en chef, qui va être accompagné soit d'un CTO, donc un directeur ou directrice technique, soit d'un COO, soit d'un cofondateur généraliste, etc. Et peut-être qu'il manque un associé qui va être late co-founder ou co-founder, voire 2 associés si c'est nécessaire. Euh, Tu me poses la question de qu'est-ce qu'on regarde, pourquoi, enfin à quel point les fondateurs sont importants. En précise, c'est capital. Parce qu'en fait, on n'a pas d'autres données que une forme de, de vérification du profil. Donc, on va faire des Mmh. références calls pour s'assurer que les personnes qui nous présentent une certaine expérience, cette expérience elle est réelle, que ces personnes ont une bonne réputation dans les expériences précédentes, c'est important, s'assurer que on investit chez des gens qui ont bonne réputation. Et on va regarder, je te le disais, le deuxième pilier, mais qui est complètement lié, c'est-à-dire l'ambition, la vision. Et Ces fondateurs, vas-y. excuse-moi de couper et du coup, Mm, quand tu dis on fait des références calls, on check, mm, donc en fait c'est comme un entretien d'embauche quoi. Tu vas prendre, tout ce qu'il te dit, son CV et tu vas aller regarder, avec qui il a déjà bossé, s'il a déjà monté une boîte, s'il dit qu'il a travaillé dans un corporate, il faut qu'il voilà mm. et tu t'attends à ce que lui, il te donne, les gens à appeler ou c'est toi qui, fais ta due diligence, et qui va chercher, des contacts comme ça sans forcément lui dire? Les deux, mon capitaine. OK. On le demande naturellement parce que c'est quand même beaucoup plus simple de demander. Et souvent, on reçoit des mises en relation très sympas. Et puis de temps en temps, on va aussi le voir par nous-mêmes. C'est une levée de doute. C'est rien d'autre. On s'apprête. C'est assez loin dans le processus hein, quand on fait un référence call. C'est que on a déjà une bonne conviction d'investissement, qu'on a envie d'investir dans cette startup, qu'on va proposer le dossier à notre communauté comme investissement sélectionné. On va néanmoins vérifier au préalable que la personne ou les personnes qui portent ce projet, eh ben, ont bonne réputation, n'ont pas fait de coup de Trafalgar dans des expériences professionnelles précédentes, euh, comme le ferait un employeur, j'ai envie de dire même un peu plus loin, parce que une fois qu'on a déployé le capital, il n'y a pas de rupture conventionnelle. Oui. On peut pas le récupérer, il n'y a pas de période d'essai. Et du coup, finalement, c'est, ce qui est intéressant, moi j'appelle ça le gut feeling en fait, tu vois? C'est Mm. parce que tu dis: «C'est une levée de doute». Donc ça veut dire que tu as des convictions. Donc quand tu rencontres et tu dis que c'est loin dans le processus, donc c'est-à-dire que tu as rencontré cet entrepreneur, il t'a fait son pitch, vous avez discuté et en fait, hem, c'est quelque chose qui est assez intangible, je trouve, mais c'est aussi pour ça que c'est toi, la bonne personne et que les investisseurs comme moi du Club Deal te suivent. C'est parce qu'en fait, ils font confiance à ton gut feeling de Mm. dire: «OK, cette personne-là,
je sens qu'il y a quelque chose qui m'intéresse et du coup, j'ai envie de creuser, j'ai envie de voir si jamais c'est mes doutes, enfin, s'il y a pas de loup, en fait, derrière, si cette personne-là, elle est bien ce qu'elle dit, quoi. Mais Exactement. est-ce que tu as quantifié? Est-ce que tu as commencé à te dire, est-ce que tu as remarqué des des choses dans le CV ou dans le comportement, qui faisaient que, direct c'était un no go ou direct c'était un go? Alors, dans le CV, non. On n'a pas encore investi sur des thèses de type HECX, on y va, et les autres, on n'y va pas. C'est une Jusque- retraite, c'est je- ça, tu penses? J'en sais rien. OK. Je demande à voir les données. Aux États-Unis, il y a des études qui ont été faites et la performance est meilleure lorsque les entrepreneurs sortent des Ivy Leagues. En France, OK. j'ignore si ce type de données a été agrégé et présenté. Peut-être que j'irai voir à l'issue de ce call. En tout cas, c'est pas un critère spécifique qu'on regarde. Nous, on préfère regarder l'expérience, mais surtout, pour répondre à ta question, l'ambition. Les OK. fondateurs petits bras, euh, c'est la majorité des gens qu'on voit, je vais être honnête avec toi. C'est-à-dire qu'ils veulent faire une belle PME numérique. C'est très bien. Vraiment, entrepreneurs, créer des entreprises qui génèrent du cash, employer des gens de qualité, faites une PME 50-100 employés, c'est parfait, on en a besoin. Sauf que c'est pas compatible avec le venture capital. Parce que le venture capital, il a besoin d'un retour asymétrique. Il est lié à la loi de puissance. Alors, je veux pas geeker trop loin sur ce sujet, mais pour l'illustrer, on va faire une comparaison très simple. Une courbe en cloche, c'est la répartition de notre taille en centimètres dans la population française. Il y a extrêmement peu de gens qui mesurent moins d'1,50 m. Il y en a extrêmement peu qui mesurent plus de 2 mètres. En fait, tu as une courbe en cloche où tout le monde se retrouve, homme-femme, entre 1,60 m et 1,85 m. Ça, c'est une courbe en cloche. On a l'habitude, on en voit partout dans la nature. Des courbes de loi de puissance, c'est un toboggan qui est extrême au début, qui est presque une verticale, et qui commence doucement à s'adoucir pour finir en horizontale. Et l'horizontale, elle est très très longue. Ça, c'est le jeu radical dans lequel le venture capital s'applique. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit nombre d'élus qui va retourner l'énorme majorité des profits. Et derrière, il y a les PME numériques qui vont retourner entre 0,5 et 2 du capital déployé. Et la majorité, il faut être très clair, les 80-90%, c'est le cimetière des startups dans lequel l'argent a été perdu. Donc c'est pour ça que on fait très attention à ce que les fondateurs et fondatrices de startups dans lesquelles on investit aient une ambition qui soit démesurée. Pour reprendre l'exemple de Benjamin Dinga, qu'on salue, il est très clair quand il se présente. Il dit pas, moi, je suis là pour bouffer le marché. Je suis là pour générer énormément d'argent et pour me revendre très cher. C'est un discours capitaliste au possible. Très bien. On aime, on n'aime pas, pas un jugement de valeur. Mais c'est ce type d'ambition qu'il faut avoir. OK. Je paraphrase Benjamin, il l'a dit récemment dans un podcast, il n'est pas là pour changer le monde en vendant des éponges, il est là pour casser un marché, conquérir un marché et se revendre très cher à des acteurs en place, Unilever et City, etc. Voilà. On va pas commencer à Euh, parler de philosophie de changer le monde ou pas parce que sinon on n'a pas fini. Mais c'est un long tunnel, mais c'est ce qu'on doit rechercher, c'est notre prérogative d'investisseur, c'est trouver ces opportunités asymétriques. C'est-à-dire qu'il y a une très grande chance que tu te plantes, que le capital soit perdu. Ok, très bien, c'est le jeu. On prend ce risque. Par contre, si on a bien fait notre travail et que on a le vent dans le dos et un petit peu de chance, il faut que le retour il soit incroyable. OK. Voilà. En fait, l'ambition, hem, c'est vrai, ouais, ça c'est vraiment le en fait, c'est le premier critère no go pour un VC, ce qui peut être contre-intuitif pour un entrepreneur qui se dit: «Bah, j'y vais par étapes, ça prend du temps, c'est compliqué de monter une boîte et cetera». Toi, ce que tu te dis, c'est, ben, il y a pas de souci si tu veux prendre ton temps.
Faire une PME, moi, c'est un truc que je respecte énormément. Je connais des entrepreneurs qui sont rentables. Et moi, je leur dis, bah, franchement, bravo. Moi, aucune startup que j'ai montée pour l'instant, elle a été rentable. Parce que j'ai essayé des trucs très complexes et que du coup, bah, j'ai pas réussi. Mais j'ai jamais visé la rentabilité à court terme parce que justement, j'avais cette ambition etc. Et, euh, et c'est ça qui fait que je fais partie de ces 90% qui sont mortes et qu'il y en a beaucoup qui meurent. Mais toi, ce que tu dis, c'est pas compatible avec nous Ouais. parce qu'en fait, ta croissance sera trop faible pour que j'ai un retour sur investissement et que ça, en plus, ça n'exclut même pas ton taux de survie. Et du coup, est-ce que tu as eu le cas ou est-ce que tu vois cette tendance? Moi, j'observe de plus en plus de startups maintenant qui lèvent après avoir existé pendant 5, 6, 8 ans, Oui. qui ont été un peu en mode PME au début, voire limite freelance, tu sais. Mm. Et, Mm. et quand ils commencent à trouver leur niche, quand ils commencent à trouver leur produit market fit, là, ils vont commencer à lever et là, ils vont commencer à parler d'ambition. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi dans les deals qui vous arrivent? L'âge des startups qui sont finalement plus de 6 mois, mais plutôt de quelques années. Euh, alors, on n'a pas eu l'occasion d'investir dans les profils que tu présentes, mais effectivement, je pense à mes amis de Smart Tribune qui ont fait une levée publique, donc je ne brise aucun secret, de 8 millions d'euros au bout de bientôt 10 ans, 8 ans je crois pour être précis. Parce que le temps de trouver ton product market fit, le temps d'avoir surtout la capacité d'utiliser le capital et de l'allouer intelligemment pour faire levier, ce n'est pas inné pour tous les entrepreneurs et c'est très bien de faire aussi les choses plus lentement et je ne doute pas que les personnes qui ont investi 8 millions d'euros sur Smart Tribune ont d'excellents arguments pour penser qu'ils vont faire un très beau retour sur leur investissement. Mais c'est pas la même maturité. C'est Ok. pas notre thèse. Nous, on fait vraiment de la jeune pousse. Mais effectivement, tu as des entrepreneurs dont le parcours entrepreneurial fait que ils sont en capacité ou ils ont envie d'aller chercher du capital pour différentes opérations. C'est pas uniquement pour financer leur croissance, ça peut aussi être pour financer de la croissance externe, c'est-à-dire Oui. racheter des opportunités de concurrents ou de produits ou services connexes complémentaires à leur activité. Euh, voilà, il y a différentes très bonnes raisons pour lever des fonds. Tu as parlé du montant là, dans cette startup Mm. investie. C'est quoi le montant, vous, des tickets que vous mettez dans les startups aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en premier trimestre 2024, notre ticket moyen il est de 100 000 euros. Je parle de ticket moyen parce que tu le sais, tu investis avec nous. Source Ventures fonctionne en deal by deal. Ce que ça veut dire, c'est que à chaque opportunité sur lesquelles on a une conviction et on a envie d'investir et on investit notre propre capital, on propose à notre communauté d'investir à nos côtés un certain montant. Chez Source Ventures, c'est à partir de 2 500 euros et ça va jusqu'à 50 000 euros par investisseur. Et chaque investisseur peut se positionner, tu le sais, sous une dizaine de jours. Parfois un peu moins, parfois un tout petit peu plus. Et on cherche une forme de vélocité pour que les fondateurs aient un montant rapidement. Et donc on agrège environ 100 000 euros en ce moment. Notre ticket le plus raisonnable a été 52 000 euros en 2023 et le plus élevé 185 000 euros. Et en 2024, on devrait avoir des tickets qui sont fin 2024 autour de 150 000, 200 000 euros de manière très régulière. Parce que Donc du ça coup, nous place. Ouais, pardon, je t'ai coupé la parole. Je disais parce que du coup, toi, excuse-moi. la, le, votre fonctionnement, c'est toi et Martin, vous validez les dossiers dans lesquels vous avez envie que le club investisse et chaque investisseur est libre ou non de s'y mettre et vous mettez tous ces investisseurs dans un SPV pour que Mm. ensuite la startup n'ait qu'un seul actionnaire à sa cap table. Exactement. Donc on fait un travail de structuration parmi toutes nos prérogatives, et un travail de structuration euh, réglementaire. En l'occurrence, on ouvre une société civile qui est le véhicule en France le plus léger pour agréger des associés. Euh,
et on retrouve tous nos investisseurs euh, dans un seul véhicule. Le gros avantage pour les fondateurs, c'est d'avoir une seule ligne à leur table de capitalisation, donc Source Ventures, et d'avoir des interlocuteurs dédiés, c'est-à-dire soit Martin, mon associé, soit moi-même, plutôt que d'avoir l'armée mexicaine. J'ai 50 petits porteurs dans ma startup, je les adore tous parce qu'ils m'ont fait confiance dès le début. Par contre, adresser une personne par rapport à adresser une foule, c'est pas la même limonade. J'ai fait un repas il y a pas très longtemps à Toulouse avec Ludovic Lemoine, le fondateur de Sigfox. On était pas mal d'entrepreneurs. Il nous racontait son histoire. Sigfox, pour ceux qui connaissent pas, c'est une startup qui a été valorisée à 1 milliard d'euros, qui était une licorne en France, qui a levé, je crois, quasiment 350-400 millions d'euros dans les années 2018-2020. Il nous racontait qu'à un moment donné, c'était l'ONU, son board. Il y avait 27 personnes différentes. Il y avait 25 nationalités. Il y avait des Waouh. traducteurs, et c'est une des raisons qui a tué. Il y a plein d'erreurs qui ont été faites dans Malte, mais c'est une des raisons qui tue apparemment beaucoup de boîtes, c'est avoir des tables beaucoup de personnes à la table de capitalisation, ça veut dire des boards, des comités de direction avec trop de décideurs, et donc tu t'en sors plus, quoi. Donc ça, c'est un énorme Quand, avantage que vous donnez à la boîte, quoi. quand ta startup devient Game of Thrones ou la politique française, c'est un grave problème. Pourquoi? Parce que en startup, ton avantage, c'est d'avoir une forme de vélocité que tes concurrents historiques, corporate, legacy, appelle ça comme tu veux, ont perdu au fil de leur croissance et de la complexification de leur processus interne et des ambitions que chacun des employés peut porter. Donc, si tu veux, si tu es une voiture de course face à un 36 tonnes, mais que la voiture de course, tu mets 10 remorques de ciment derrière à chacune de tes levées, tu vas pas gagner la course, c'est sûr. Ah, la vélocité, c'est quelque chose c'est parce que c'est un piège, parce que un jeune entrepreneur, néo-entrepreneur, n'en a pas conscience parce qu'il l'a pas vécu. Et Mm. qu'une fois que tu es dedans, c'est trop tard. Tu ne peux plus en sortir, quoi. 100 000 euros, du coup, par startup en moyenne, tu disais. Euh, Quand elle lève des fonds, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls investisseurs qui mettaient au capital. Je le sais, chaque fois que je te pose des questions, ça me fait rigoler parce que j'ai aussi les réponses, mais la moyenne de ce que lèvent les startups au total quand elles viennent, quand Source Ventures investit. Donc, Source Ventures met 100 000 euros, mais elle, en moyenne, elle lève des montants de combien? 200 000, 1 million, 500 000 euros? Alors, on va prendre 2024, on va prendre l'état du marché actuel. Parfait. Sur un pré-seed, les dossiers sur lesquels on investit, c'est des levées entre 750 000 euros et 2 millions Ok. en dilutif. J'exclus le non dilutif. Donc, il y a dilutif, c'est tu échanges de l'argent contre de l'actionnariat. Et non dilutif, c'est des leviers, soit de prêt, de dette, qui te permettent d'aller chercher du capital sans te diluer. Mm. Pour le seed, donc pour une maturité un petit peu plus élevée, les dossiers sur lesquels on va investir, c'est 1,5 million jusqu'à 5 millions en seed. Ok. Donc Donc, tu vois, on est 10% de la levée en général, donc on est ce qu'on appelle follow investor, et on se tag, on se colle, on suit euh, l'investisseur principal qui en général est un fonds de venture capital. ok. Donc, ça veut dire que j'imagine que ça situe à peu près les valorisations de ces boîtes-là. Moi, je me fais mes calculs dans ma tête entre celles qui lèvent 1 million, peut-être autour des 5-10 millions, et celles qui lèvent 2 millions, autour des 20 millions, peut-être 30 millions, ça doit dépendre des dossiers, quoi. Et donc, vous arrivez avec, généralement, ils doivent lâcher 15-20%, et donc, toi, la part que vous prenez dans ces boîtes-là, à ce moment-là, représente 1 à 5% de leur capital, quoi, à peu près. Si Oui, je- grosso modo, c'est ça. En précis, tu vas te diluer entre 15 à 20%, et en seed, le standard, c'est 20%. Hmm.
et tu rajoutes 5% à chaque étape. Tu passes en série A, c'est environ 25% de dilution, etc. Je préciserai juste que la valorisation en seed, je pense qu'elle est un petit peu élevée sur ce que tu as annoncé, 20 à 30 millions de valorisation. On est plus autour de 15-20 millions sur des beaux seeds en valorisation. Ok. Donc ça veut dire que... et alors du coup là, moi je voudrais rentrer dans le détail de comment est-ce qu'un investisseur ça gagne de l'argent. Parce que Ouais. c'est pas juste des gens qui se disent tiens, allez, si je donnais mon fric, là puis on verra bien. Tu nous as dit au début de podcast que tu ne pouvais pas investir dans quelqu'un qui avait une ambition de PME, non pas parce que c'est pas bien de faire une PME. Si vous voulez faire des PME, faites des putains de PME, c'est très bien. Par contre, c'est incompatible avec ce que toi tu recherches comme gain, parce que du coup tu recherches des multiplicateurs, donc des retours sur investissement. Tu veux pas tes 100 000, tu t'attends pas à ce qu'il te rapporte 150 ou 200 000 euros. Tu t'attends plus à ce qu'il te rapporte 1 million, j'imagine. C'est ça, c'est même le minimum. Au Euh, minimum, fois 10. C'est C'est- c'est- c'est ce type de retour asymétrique que tu te dois de rechercher si tu veux te présenter comme investisseur en venture capital. Ok. Voilà. Euh, tu voulais creuser comment ça se passe pour un investisseur. Déjà, il y a investisseur et investisseur, et c'est très large. Donc, on va prendre le cas du business angel qui a travaillé toute sa carrière euh, dans un secteur. Allez, prenons l'assurance. Personne de 55-60 ans qui a du capital, qui a passé 30 ans chez AXA, et qui se dit, je vais sponsoriser mon écosystème. J'ai agrégé de l'expérience et des contacts euh, dans mon secteur assurantiel. Je vais réinvestir une petite partie de mon capital dans des néo-assurances. Ça, c'est un business angel sectoriel. C'est une personne qui va apporter énormément de valeur et qui va généralement se placer pas juste en investisseur passif, mais en conseiller, consigliéré des fondateurs et fondatrices. Il peut être OK avec un retour qui n'est pas tout à fait celui du venture capital. Pourquoi? Parce qu'il s'est placé très tôt dans une aventure. Il a lâché souvent entre 30 et 50 millions, 30 et 50 000 euros, pardon, et il sera OK, je vais reboucler avec ces chiffres, et il sera OK avec une sortie de cette startup entre 30 et 100 millions. C'est OK. Ouais, Mais lui, quand tu lui, il fais... est plus là pour l'aventure Ouais. que pour le retour sur investissement. Parce que il a 60 ans, il a déjà fait sa carrière, il n'est pas en train de chercher à établir sa fortune. Il est Hmm. plus en train de trouver j'allais limite dire un hobby, mais en fait, c'est un peu ça. C'est une passion de dire, tiens, j'aime ce secteur-là, j'ai envie d'aider des gens à se lancer et Hmm. je suis pas un professionnel de l'investissement. Et ça, on le dit, je te rejoins, et on le dit sans condescendance. Et c'est pas un jugement de valeur sur ces investisseurs qui sont super importants dans l'écosystème. euh, et qui sont OK avec des retours qui ont moins d'asymétrie tout à fait que du venture capital. Et ensuite, tu as les investisseurs qui vraiment recherchent de la performance et qui donc vont avoir besoin de trouver des dossiers, et il y en a quand même très peu, donc il faut avoir énormément de ce qu'on appelle de deal flow, donc d'opportunités entrantes, pour faire son choix, faire un gros travail de décortiquage et de sélection, et pour trouver une, deux, trois opportunités sur 100 qui répondent aux critères mathématiques de retour que j'ai annoncés, et sur lesquels, en plus, ils ont une affinité, et, très important, ils ont réussi à charmer les fondateurs et fondatrices. Parce que sur les meilleurs deals, le rapport de force, il est inversé. Et ça, on le met jamais en avant. On dit, ah, les investisseurs sont au-dessus des fondateurs. Dans la pratique, c'est pas vrai, hein. Dans les meilleurs dossiers, il faut se battre, il faut jouer des coudes, spécialement quand on est un club deal par rapport à des fonds VC. Il faut savoir présenter sa plus-value. Il faut qu'elle soit comprise par les fondateurs et fondatrices, qui vont pas aller s'embêter à faire rentrer des petits joueurs, entre guillemets, s'ils peuvent demander à un fonds VC de rallonger 100 000 euros. Donc, c'est plus l'argent, le critère.
dans les meilleurs dossiers, c'est plus l'argent. C'est qu'est-ce que tu apportes en plus de ton capital? Est-ce que c'est de l'accès? Donc, est-ce que tu as un carnet d'adresses qui est incroyable et qui est réellement activable? Est-ce que c'est de la compétence? Est-ce que les expériences que tu as vécues en product, en tech, en marketing, en sales vont apporter beaucoup plus de vélocité que simplement un fonds qui signe un plus gros chèque? Est-ce que tu peux apporter des indices sectoriels, donc une connaissance, une expérience qui va faire la différence dans la structuration du fameux product market fit de cette startup? Donc tout ça, c'est des cas que l'on vit au quotidien, parce que nous, on veut rentrer dans les meilleurs dossiers. Et dans les meilleurs dossiers, on n'est jamais les seuls à vouloir rentrer. On doit se battre, on doit jouer des coudes, parfois avec des confrères euh, dans des clubs deals. Voilà, parce que les investisseurs comme nous, on doit se syndiquer par nature. On peut pas investir tout seul, comme tu l'as dit. Mais c'est des alliances de circonstances. Euh, on peut être très content d'investir avec un autre club deal ou un family office dans un deal et devoir se battre dans un autre pour récupérer un peu plus ou éjecter quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'aucun entrepreneur qui nous écoute, ou même ceux qui ont déjà levé des fonds, je pense pas que c'est quelque chose dont les entrepreneurs ont conscience. Euh, Souvent, comme j'ai été à la place d'un entrepreneur qui cherche à lever, Mm. on pense que à plaire. Et limite, Ouais. des fois, on n'en vient même plus à se poser la question de, mais est-ce que lui, il me plaît? Est-ce que j'ai envie de l'avoir comme partenaire? Mm. Parce que il va avoir une part de mon entreprise, donc c'est comme un associé, quoi. C'est un genre de mariage. C'est Et un ça, mariage. c'est, C'est ouais. 100% un mariage. C'est un mariage de personne morale, mais c'est un mariage, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on va lui créer un contrat administratif comme un contrat de mariage. Et, euh, et du coup, ouais, les entrepreneurs n'ont pas conscience, ça c'est rigolo ce que tu dis aussi, j'aime beaucoup, qu'il y a des deals où tu es avec d'autres clubs deals ou avec d'autres investisseurs, d'autres typologies d'investisseurs, et vous vous entendez très bien et ça va. Et il y en a d'autres où vous vous battez, et après vous allez vous revoir et ça va être, et après vous allez vous rebattre. Et en fait, Tout à fait. c'est vraiment enfin, un investisseur n'est pas juste là à écouter et à distribuer son argent. Euh, il travaille dur et il se bat aussi pour trouver et pour être dans les meilleurs dossiers. Parce que tout l'enjeu du travail que tu fais avec Martin et, euh, et des deals que les investisseurs comme moi dans le club deal vous ramènent, c'est de trouver ceux qui vont avoir le meilleur chance de réussite et meilleures opportunités, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'avoir un deal flow propriétaire, c'est-à-dire des opportunités qui n'ont pas encore été présentées au reste du marché et sur lesquelles on va être parmi les premiers à pouvoir discuter avec ses fondateurs et fondatrices, ça a énormément de valeur. Et je remercie les membres de notre communauté qui sont très bien connectés à cet écosystème ou même qui sont cofondateurs de nouvelles startups, de nous faire ces intros. Et après, nous, on a mis un modèle économique en place sur lequel ils ont une incentive, ils ont une très bonne raison financière de venir nous présenter des dossiers, puisque si ils investissent à nos côtés sur un dossier, ils bénéficient du suivi, du montage, de toute notre expérience pendant une dizaine d'années, parce que c'est la maturité des investissements sur lesquels on fait, sans devoir payer de carried interest, donc de devoir payer un pourcentage sur les plus-values générées à terme. C'est très important, hein, l'incentive pour avoir, parce que c'est le nerf de la guerre pour tout investisseur, j'ai l'impression, c'est trouver les meilleurs dossiers. Euh, En parlant des meilleurs dossiers, donc du coup de rentabilité, euh, Ouais. quand est-ce que le club deal Source Ventures a démarré? Et en moyenne, ça aussi c'est un ordre d'idée intéressant temporel, euh, toi t'es pas sur un système avec des investisseurs qui ont mis dans un pot et tu as un taux de rendement, machin, c'est du deal by deal. Mais Oui, même sur ce deal by deal, s'il y a retour d'investissement, tu oui. l'estimes à tes investisseurs, comment tu leur vends quoi? Tu leur dis, ben, là on a mis un ticket janvier 2024 dans une boîte, mettons. Quand est-ce qu'ils peuvent espérer, ces investisseurs, gagner de l'argent? Oh, vaste question. Euh, alors,
Je te parlais de maturité, on s'inscrit quand on fait de l'investissement non coté, dans des startups qui viennent d'être créées ou qui ont, allez, moins d'un an, moins de 2 ans. Il faut avoir en tête qu'on est quand même sur un investissement dont la maturité va être décennale. Il faut être OK de mobiliser du capital et de ne pas pouvoir en sortir avant un événement de liquidité. Cet événement de liquidité, il peut avoir lieu à 3 cas. Soit on a une entrée en bourse, génial. On va Mais regarder combien d'entrées en bourse ont été réalisées ces dernières années en France, dans les startups sur le marché français. T'en as t'as le pas chiffre? beaucoup? T'as le chiffre ou pas? Non, je crois que la dernière, c'est 10 heures. Ah ouais, putain, ça date. Eh, le marché est un petit peu plus vif aux États-Unis, hein, mais voilà. Donc c'est pas un événement de liquidité qui est sérieusement à prendre en compte. Et- Le deuxième événement de liquidité qui est souhaitable et qui est raisonnablement possible, c'est un rachat. Ce rachat, il peut être effectué soit par un concurrent plus gros, que ce soit un acteur legacy ou un néo-acteur, une startup qui aura accéléré plus vite, qui aura euh, la capacité d'absorber par croissance externe une autre startup, soit un fonds de private equity, c'est-à-dire des spécialistes financiers du rachat et de l'optimisation de la valorisation d'une entreprise à terme. Le troisième cas, c'est celui d'une levée de fonds. Quand tu as une levée de fonds, il est possible, mais c'est absolument pas garanti, mais il est possible de profiter de cette levée de fonds pour sortir tout ou partie de ton investissement initial. Donc pour réaliser tes plus-values, qu'elles soient totales ou partielles, euh, attention, ce cas, il est à négocier à la fois avec la startup, mais aussi avec les nouveaux investisseurs. Il te paye. Et les co- et oui, et les conditions sont les conditions de gré à gré. Il n'y a pas de normes, voilà, il faut être très vigilant quand on a une fenêtre d'opportunité à ce que la sortie, elle convienne à tout le monde et que on soit pas lésé en faisant une opération sans bien comprendre tous les paramètres qui la composent. Donc finalement, c'est un peu un entonnoir d'opportunités. Tout au bout, Ouais, on a l'entrée en bourse, très peu de ouais, probabilité. Juste au-dessus, la fusion-acquisition, bah, c'est les boîtes oui. qui achètent les autres qui peuvent peut-être potentiellement entrer en bourse. Et du coup, et puis au-dessus, bah, les levées de fonds pour arriver à ces croissances marché. Est-ce Mm. que tu disais donc les conditions au cas par cas, ça c'est vrai qu'on n'y pense pas, c'est pas comme ton PEL ou ton livret A dans une banque, quoi. C'est vraiment bah, discussion en fonction du marché, des conditions, plein de choses. Est-ce que toi Et excuse-moi, je précise, et ça fait partie de la proposition de valeur des gérants de fonds d'investissement et de club deal, qui sont des professionnels de l'investissement, mais aussi du désinvestissement. Dans leurs prérogatives, on met l'accent, et c'est sexy, sur sélectivité, investissement suivi, mais la performance, elle est réalisée non pas à l'investissement, mais au désinvestissement. oui, Donc c'est les meilleurs gestionnaires, c'est pas ceux qui arrosent, c'est ceux qui savent bien sortir au bon moment, qui savent bien arbitrer entre tenir une position parce qu'on a une conviction de croissance et que la maturité n'est pas encore arrivée au terme que l'on souhaite, ou prendre ses gains parce qu'on a un retour sur investissement qui peut se matérialiser, se réaliser, on peut rendre de l'argent à nos investisseurs ou nos LPs. Ça, ce travail, ça pourrait faire l'occasion de larges formations ou d'un podcast dédié, parce que c'est absolument pas évoqué, et pourtant, c'est le moment où on fait du pognon, c'est le moment où on fait de l'argent, c'est le moment où on fait des pépettes. on est bien d'accord. C'est vrai que c'est un point finalement c'est la partie la plus dure du métier d'investisseur finalement, c'est d'arriver à maximiser ce retour sur investissement. Je vois le temps qui file. À chaque fois, c'est toujours pareil. Au début, on se dit, putain, ça va durer 45 minutes, et puis au bout d'un moment, je fais putain. Euh, déjà, merci beaucoup, Victor, pour toutes ces précisions. Comme à chaque fois, je le redis, si vous avez le moins de commentaires pour tous ceux et celles qui nous écoutent, YouTube, LinkedIn, peu importe où c'est publié, peu importe où vous voyez ce format, posez des questions. Victor y répondra. J'irai le chercher pour qu'il y réponde, vous inquiétez pas. Avant qu'on se quitte, Victor,
Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser, qui pourrait intéresser nos auditeurs? Ouais, comment me contacter? Ah oui, c'est vrai, je me l'étais noté en plus. Je me l'étais Mais je noté et on a enchaîné. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Ah bah, merci de me poser la question. Heu, sourceventures.vc, ou hello@sourceventures.vc, que vous soyez, fondateur, avec une proposition d'investissement, que vous soyez, investisseur qui recherchez un club deal à rejoindre, ou que vous soyez membre de l'écosystème, gérant de fonds d'investissement, family office, super business angel, et cetera. Nous, on adore, parler à tout cet écosystème, ça fait partie de notre métier. N'hésitez pas à nous contacter. On est sélectif sur l'entrée de nos membres, mais Heu, je ne doute pas que tes auditeurs et auditrices, soient de qualité, donc on étudiera toutes les prises de contact. Et vous répondez à tout le monde en plus, ce que tu me disais, en début. On fait notre maximum pour, être inbox 0, donc pour répondre à tout le monde. Après, heu, lorsqu'on est en vacances, lorsque, on a un peu de retard, ça peut prendre quelques jours. Je ne vais pas promettre ici une réponse en 24 heures. Et on fait notre maximum pour être diligent et puis respecter le temps des autres. C'est jamais agréable de ne pas avoir de réponse ou de retour. On essaye de traiter les gens comme on aimerait être traité. Super, j'adore. Merci beaucoup, Victor. Merci à tous et à tous et à toutes, tous et à tous. Merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Victor. Salut, merci Arnaud.